We met with the Dalai Lama, I think, about 7 or 8 times over 3 days. He was very generous with his time. The conference began with the Dalai Lama receiving letters from unhappy women, mainly, who complained to him, as the head of the church, that they had been mistreated by their Tibetan teachers. Il y avait les enseignants aux États-Unis, en Europe, qui étaient en fait soucieux du fait qu'il y avait plusieurs scandales sexuels, éthiques, qui commençaient à monter et qu'on voulait faire quelque chose. I have received many letters from women, many women, saying, please, what can be done? Do something. Yeah, I also received some letter about sexual abuse, ethical issues, these things. Through every effort, we must stop this kind of situation. So then, how to stop? That's the question we have to discuss. We just said that this is not right. Teachers should not have sex with students. But if Your Holiness could join in on that kind of statement, it would give enormous power to it. It would help enormously. I'm ready. Whether or not other people are going to listen, that's another question. I will shout. I can shout. That's better. The teachers won't listen, maybe. The teachers who are having sex and drinking, they may not listen. But the students, they'll listen. Yes. They'll listen to you. That will help. Tremendously. Then people can say no. If they know that it's wrong in your eyes, then people feel free to say no. Because you are giving a standard which people trust in. Right. Towards the end of this meeting, the suggestion was that we write an open letter in which we would present what we had reflected upon and what we had decided, and hopefully arrive at some kind of resolution. From March 16th to 19th, 1993, a meeting was held at Dharamsala between His Holiness the Dalai Lama and a group of 20 Western Dharma teachers. I was charged with writing up of the text of this letter. I read this paper back to His Holiness. In recent years, several Asian and Western teachers have been involved in scandals concerning sexual misconduct with their students. Students should be warned against the dangers of falling prey to charisma, exalted titles, exoticism. One better way of doing this is, instead of citing these points as if they were sort of summations of His Holiness's responses, rather we could present them as some sort of consensus that we arrived at. Actually, the reality also like that. Everyone participated. Yeah. So everybody takes. Yes. Less burden already. And say, well, maybe we should say this, maybe we should say that. Other voices also amongst the group suggested changes and so forth. And we arrived after a couple of hours at a text that we were all happy to put our names to. Thank you very much. Thank you. And then the Dalai Lama said, first of all, we have to pass this letter through his private office. And then nothing happened for weeks. There was no response, there was nothing. And eventually, it did come back to me and the others. And the only thing that had changed was the Dalai Lama's name had been removed as a signatory. The only thing that had changed was the Dalai Lama's name had been removed as a signatory.
Dans mes yeux d'enfant, le Dalai Lama était l'incarnation de la bienveillance. Pourquoi n'a-t-il rien fait? Je me suis rendu compte qu'il n'était pas seulement un chef spirituel, mais aussi un dirigeant politique. C'est ici que j'ai grandi. Au cœur des gorges du Verdon, dans le sud de la France. Au sein d'une communauté bouddhiste tibétaine, au Khassé. Nous étions une 60aine d'enfants. C'est moi, là, sur la photo. J'avais 5 ans quand mes parents m'ont abandonné ici, dans ce lieu appelé Château de Soleil. Mon enfance a été rythmée par les prières et les prosternations. Je n'ai pas vu ma mère pendant plusieurs années. J'ai subi des coups, des privations de nourriture, le froid. Certaines jeunes filles avec qui j'ai grandi ont subi bien pire que ça. Des enseignements et des rituels qu'elles ont mis des années à qualifier de viol. Tout ça au nom d'une religion qui, en Occident, est au-dessus de tout soupçon. Le bouddhisme. The 14th Dalai Lama received the Nobel Peace Prize. This is not right. Teachers should not have sex with students. Je m'appelle Ricardo. J'ai maintenant 40 ans. Ça fait 6 ans que je me bats pour faire condamner notre ancien maître. Lama Kunzang, Robert Spatz, dans le civil. Robert Spatz est belge. C'est un des premiers occidentaux à avoir établi une communauté bouddhiste en Europe. C'est un enseignant reconnu du bouddhisme tibétain, un lama. Aujourd'hui, je suis le porte-parole de 23 parties civiles dans le procès qui nous oppose à Lama Kunzang. Bonjour. Oui, Ricardo Mendes. Ici, Marina. Il habite dans le sud de l'Espagne. Il ne s'est pas déplacé. Il est poursuivi pour exploitation de travailleurs, prise en otage d'enfants, abus sexuels. Voilà. Je vous en prie, prenez place. Bien, nous allons donc reprendre avec l'audition de M. Mendes. Que souhaitez-vous mettre en évidence en ce qui vous concerne, par rapport aux déclarations que vous avez réalisées? Moi, jusqu'à ce que cette histoire occupe tous les recoins de mon esprit depuis ces dernières 4 années, moi, je n'avais aucune idée de la définition d'abus sexuel.
Et donc c'était ma hantise, c'était ma peur la plus totale en fait. C'était, imagine que ces filles osent s'exposer et qu'on les détruise. Et donc je me suis dit qu'il fallait faire un bouclier autour d'elles. C'était une démarche de, si on se met autour des personnes qui sont les plus à risque et qu'on expose nous-mêmes nos histoires, qu'on se met nous-mêmes à nu face à une cour, la vérité éclatera. Donc, vous voyagez avec vos parents, vous allez dans le sud de la France, au Château de Soleil. Exactement. Vous êtes avec vos parents, Ouais. et à un moment, vos parents partent. Et Je vous me rappelle restez. même pas en fait. Moi je crois que Vous j'ai eu en un souvenez tellement pas. gros Vous aviez choc. 4-5 ans, donc vous étiez toute Oui, petite. mais même il y a un gros moment dans ma vie là où j'ai un gros trou noir. C'est vraiment pour moi ça a été un énorme choc en fait. Est-ce que vous étiez éventuellement, à cette époque-là, soumise à des punitions? Est-ce qu'il y avait des restrictions alimentaires Dites-nous un peu. J'ai été beaucoup punie par rapport à la nourriture, donc si j'étais pas sage, eh bien j'étais punie, je pouvais pas manger, ou si j'avais bavardé, je pouvais pas manger, ou j'étais au pain sec. Donc, comme punition, vous avez souvent Été privée d'aliments. des restrictions alimentaires. Ouais. Il y a eu d'autres punitions? Des sévices corporels? Alors, moi j'ai reçu des baffes, mais moi, c'est fou, mais moi je pensais que c'était pas trop grave. Moi, j'ai vu des baffes tellement violentes données dans des cages d'escalier où l'enfant se retrouvait à se cogner contre un mur et se retrouvait en sang. Ouais. J'ai beaucoup de souvenirs d'images très violentes. Comment est-ce qu'on réagissait par rapport En fait, c'était à cette violence? C'était de la peur. Ouais. Vous avez bénéficié également, je m'exprime ainsi, d'enseignements particuliers avec M. Spatz, Oui. en tête-à-tête. Oui. Est-ce que vous pouvez exposer la manière dont vous avez vécu ces enseignements? En fait, il a commencé à m'appeler pour des audiences privées quand j'étais assez petite et je le rencontrais dans sa chambre qui était en dessous de sa tour. Il m'a dit qu'il fallait que je me rende dans une petite tour qui était à l'arrière de ses appartements le soir, en toute discrétion, pour n'éveiller les soupçons de personne ou la jalousie de personne. C'est comme ça qu'il le présentait. Oui. Et qu'il fallait que donc je me rende dans cette tour le soir et que je l'attende. Ouais. Et que je m'y rende avec mon duvet parce que effectivement, j'allais dormir là quelques nuits. Et puis je suis montée dans la tour. Et Spatz est venu plus tard le soir. Et il s'est assis et il a fait des prières avec moi. Et puis, à un certain moment, bon, il a commencé à parler d'énergie spirituelle, etc. Et à toucher mes épaules et en disant qu'il y avait des énergies qui traversaient mon corps et je devais les ressentir, etc. Et puis, bon, il a dit que c'est mes vêtements qui bloquaient les énergies, il fallait les retirer. Donc, je me rappelle m'être endormie dans la tour. Et en fait, parce qu'il ne venait pas, ou il venait... Et je me rappelle m'être réveillée parce qu'il était en train de me toucher les parties intimes. Il m'a dit de me coucher sur le sol nu et il a sorti une espèce de baume comme ça et il a commencé à me mettre de la baume sur les seins. En fait, il m'avait expliqué qu'il y avait beaucoup d'énergie au niveau des parties sexuelles et au niveau des seins, que c'était des grandes zones d'énergie. Et du coup, il a commencé il les stimulait pour faire le transfert d'énergie, en fait. Spatz, lui, il a été un éveil, donc il comprend tout, il est omniprésent, il sait ce qu'on pense, il sait ce qu'on vit, il connaît nos vies passées, notre bon karma, notre mauvais karma. Et donc, lui, il est très généreux parce qu'il peut aller vivre dans le nirvana, mais il a choisi de vivre sur Terre pour nous aider. Donc, lui, il vit sur cette terre horrible où tout le monde souffre, et il fait ça pour nous. Et donc, il nous dirige à faire des choses qui peuvent nous paraître
injuste ou bizarre ou un peu folle ou pas utile, mais il faut absolument suivre à la lettre parce que c'est comme ça qu'on va atteindre les... Donc si je vous entends bien, il faut suivre aveuglément ce que dit le lama, il faut une obéissance aveugle. Oui. Moi, si j'ai été violée dans cette vie, c'est probablement parce que dans une de mes vies passées, j'ai été un homme qui a violé une femme. Voilà. Et donc, ma punition, c'est de renaître en tant que femme qui va être violée. Et maintenant, j'ai brûlé mon mauvais karma. Quelle chance pour moi. Et je suis un peu plus proche de l'éveil. Voilà. Donc ça, c'est ce qui vous était enseigné? Oui, voilà. J'ai décrit ce qui nous était enseigné. Ça, c'était l'enseignement de M. Spatz. Voilà. J'avais 22 ans. J'avais entamé des études de médecine, mais qui ne me motivaient plus, il manquait une dimension, donc j'étais à la recherche de sens, et comme ça que je suis parti pendant 1 an en Inde. Je cherchais à donner un sens à ma vie et d'être instruit au niveau de la méditation, le yoga, les pratiques spirituelles. Et de retour d'Inde, c'est là que j'ai rencontré donc Robert Spatz, Lama Kunzang et la tradition tibétaine. L'essence même de l'enseignement de M. Spatz, c'était l'importance de la lignée. Depuis une lignée ininterrompue, depuis le Bouddha, Go Rinpoche, et puis les grands maîtres actuels, qui quelque part l'avaient donné la responsabilité de créer cette école. Et donc c'était une antenne, première antenne en Europe, il en était très fier, une antenne directement reliée au monastère tibétain. Et donc quelque part tout le monde supposait que c'était sous la responsabilité et sous la protection de cette lignée. À mes yeux, il y avait là la garantie de l'authenticité d'un enseignement, et donc ça me motivait vraiment de m'impliquer dans cette école. Mon cabinet médical était géographiquement juste à côté du centre. En tant que médecin, je suis intervenu quelquefois parce que je trouvais que l'alimentation était tout à fait déficiente, donc je suis intervenu au niveau de l'alimentation et un minimum d'hygiène, mais quant à l'éducation elle-même et ce qui se passait là-bas, et la maltraitance qu'il y a eu, mais on était complètement ignorants de ça. Enfant, je me rappelle avoir vu tous les grands maîtres du bouddhisme défiler auprès de Robert Spatz. Même le Dalai Lama lui a rendu visite. Pourtant, au cours de mon enquête, je suis tombé sur des images qui m'ont sidéré. Au début des années 90, pendant que nous vivions un calvaire avec Robert Spatz, une réunion était organisée entre le Dalai Lama et des maîtres occidentaux. Pendant des heures, ils ont parlé des abus sexuels et financiers au sein des communautés bouddhistes. Robert Spatz n'était donc pas un cas isolé. I can't remember the exact numbers, but I think there was something like 25 or 30 Western Buddhist teachers from different traditions.
We met with the Dalai Lama, I think, about 7 or 8 times over 3 days. He was very generous with his time. The conference began with the Dalai Lama receiving letters from unhappy women, mainly, who complained to him, as the head of the church, that they had been mistreated by their Tibetan teachers. Il y avait les enseignants aux États-Unis, en Europe, qui étaient en fait soucieux du fait qu'il y avait plusieurs scandales sexuels, éthiques, qui commençaient à monter et qu'on voulait faire quelque chose. I have received many letters from women, many women, saying, please, what can be done? Do something. I also received some letter about sexual abuse, ethical issues, these things. Through every effort, we must stop this kind of situation. So then, how to stop that's the question. We have to discuss. We just said that this is not right. Teachers should not have sex with students. But if Your Holiness could join in on that kind of statement, it would give enormous power to it. It would help enormously. I'm ready. Whether or not other people are going to listen, that's another question. I will shout. I can shout. That's better. The teachers won't listen, maybe. The teachers who are having sex and drinking, they may not listen. But the students, they'll listen. They'll listen to you. That will help. Tremendously. Then people can say no. If they know that it's wrong in your eyes, then people feel free to say no. Because you are giving a standard which people trust in. Right. Towards the end of this meeting, the suggestion was that we write an open letter in which we would present what we had reflected upon and what we had decided, and hopefully arrive at some kind of resolution. From March 16th to 19th, 1993, a meeting was held at Dharamsala between His Holiness the Dalai Lama and a group of 20 Western Dharma teachers. I was charged with writing up of the text of this letter. I read this paper back to His Holiness. In recent years, several Asian and Western teachers have been involved in scandals concerning sexual misconduct with their students. Students should be warned against the dangers of falling prey to charisma, exalted titles, exoticism. One better way of doing this is, instead of citing these points as if they were sort of summations of His Holiness's responses, rather we could present them as some sort of consensus that we arrived at. Actually, the reality also like that. Yes. Everyone participated. So everybody takes. Less budget already. And say, well, maybe we should say this, maybe we should say that. Other voices also amongst the group suggested changes and so forth. And we arrived after a couple of hours at a text that we were all happy to put our names to. Thank you very much. Thank you. And then the Dalai Lama said, first of all, we have to pass this letter through his private office. And then nothing happened for weeks. There was no response, there was nothing. And eventually, it did come back to me and the others. And the only thing that had changed was the Dalai Lama's name had been removed as a signatory.
Dans mes yeux d'enfant, le Dalai Lama était l'incarnation de la bienveillance. Pourquoi n'a-t-il rien fait? Je me suis rendu compte qu'il n'était pas seulement un chef spirituel, mais aussi un dirigeant politique. Ses priorités étaient ailleurs. En 1959, les Tibétains viennent d'échouer dans leur révolte contre Pékin. Bilan, 10 000 morts, l'échec d'un espoir et la longue nuit de l'exil dans un petit village de l'Inde pour le meneur de la révolte, le 14e Dalai Lama. My name is Tenzin Gyatso. I served in the Office of His Holiness for over 40-something years. Came out of Tibet when I was about 6 years. 1959, His Holiness the Dalai Lama came into India along with thousands of Tibetans. And then with the Dalai Lama, there was this whole government sort of setup, continued from Tibet. I remember in the early 60s, it was the time when His Holiness made appeals to world leaders for the issue of Tibet to be discussed in the United Nations. So we had all these letters to be typed for the heads of these countries. But I remember typing many. And because we didn't have computers, oh, it was terrible. One mistake, take out the whole thing, again type. Nowadays, you don't have to do that. Anyway, in those days, it was actually a very exciting moment. Il faut voir que le Dalai Lama est un homme politique et un homme religieux. Il y a toujours une dimension politique, surtout au début. Parce qu'ils arrivent du Tibet, ils sont en exil, on les a chassés, en fait, vraiment pourchassés. Beaucoup sont morts. Et donc ils arrivent en Inde, il faut qu'ils trouvent leur place. Et il faut qu'ils aient des alliés. Right from the early times, when situations were very difficult among the Tibetans in exile, I think any kind of help, from outside was very welcome. They were in a critical situation. They needed sympathizers. If they're going to get the world powers to put pressure on the Chinese to let them go back to Tibet, they needed supporters from Western countries. This area, and basically where the Tibetans were settled when they came in the early 60s, to Dharamsala, there were lots of these kind of buildings. I'm Jeremy Russell. I've lived in Dharamsala for quite a long time. I work for the Office of His Holiness the Dalai Lama. I prepare written documents in English. A spark
to interest amongst my generation in India was the Beatles. George Harrison brought the Beatles to India, and it, as I say, it provided a spark. It was an attraction. I was able to come to India twice overland. I didn't fly at all. I set out from London and hitchhiked to Dover and took the ferry to Ostend. And from Salzburg, I was lucky to get a ride with a guy in a sports car all the way to Istanbul. It was quick, but a sports car's hard. It's not that comfortable. Right. You know, it was an adventure. Westerners are very inquisitive. They want to go, they want to explore, they want to find things, you know. For example, in Dharamsala, it's very interesting. In the initial stage, it was mostly the hippies, you know, who were not interested in Buddhism, but just to go to new places and, you know, go after hashish and LSD or whatever, things like that. But then some of them have also, you know, inquisitive mind. So then gradually less and less hippie and more, you know, foreigners who really wanted to explore and find out Tibetan culture and Tibetan Buddhism. I am the director of this institute called the Library of Tibetan Works and Archives, which is a center for Tibetan studies. So here we run classes, Tibetan language classes, Buddhist classes, translators training, and science program, many activities. The original idea of establishing this institute is preservation, promotion, and dissemination of Tibetan culture. There were no travel guides in those days. There was a little bit of travellers' information passed on in loose sheets. And I saw a note that there were classes, meditation classes and lectures on Buddhism at the Library of Tibetan Works and Archives in Dharamsala. I thought, this is something I'd like to do. I didn't know anything about Tibetans at that point. I knew nothing about Buddhism, but somehow that caught my eye. C'était des gens qui étaient en rupture vis-à-vis de leur culture d'origine. Ils voulaient des contre-modèles et ils étaient aussi très intéressés par les états de conscience modifiés. Et donc la méditation bouddhiste leur permettait d'avoir accès à ces états de conscience modifiés où ils pouvaient avoir d'autres perceptions de la réalité. Donc l'objectif, c'était vraiment de changer la perception qu'ils avaient du monde pour changer le monde. Die Suche nach Wahrheit, Weisheit, Wissen, nach mir selbst. Ich habe festgestellt, dass wir im Westen über uns selber überhaupt nicht nachdenken oder über uns selber
uns überhaupt nicht im Klaren sind. Wir sind nach außen gerichtet. Wir wollen Autos, Macht, Geld, Fernsehen. Wir wollen reisen, wir wollen immer nach außen gehen. Und wir kümmern uns nie darum, was in uns selber passiert. Us hippies were probably not the best candidates for that sort of job, but we at least represented that world. We were a channel into the wider world that they now found themselves in. For many who maybe even just studied or had contact with Tibetans for a year or two only, not too long, it was enough for them to have some kind of a close feeling for the Tibetans. And once they left Dharamsala, all involved with either some Dharma center or some Tibet support group. La France est en train de découvrir le bouddhisme. Des cérémonies comme celle-ci se multiplient et permettent facilement à des jeunes d'entrer dans cette religion. Château de Plège en Saône-et-Loire, à 40 km d'Autun. Ils construisent ici les 2 monastères qui abriteront la grande retraite initiatique bouddhiste de 3 ans, 3 mois et 3 jours, à l'issue de laquelle ils deviendront les premiers lamas occidentaux du bouddhisme tibétain. C'est comme si le Tibet, en étant expulsé du Tibet au sens physique, avait réussi, grâce à l'entremise du Dalai Lama, qui est très fort de ce point de vue-là, à créer, moi, ce que j'appelle une sorte de Tibet virtuel, un Tibet déterritorialisé, dont les monastères, les centres bouddhistes tibétains sur l'ensemble de la planète constituent des sortes de préfectures, comme les préfectures d'un Tibet virtuel, d'un pays qui serait sur l'ensemble de la planète. Et là, d'un seul coup, il a réalisé qu'il pouvait lier la dimension politique, la dimension spirituelle et la dimension culturelle. C'est-à-dire sauver la culture tibétaine grâce au désir spirituel des Occidentaux et aussi utiliser le désir spirituel des Occidentaux pour faire pression politiquement sur la Chine. The 14th Dalai Lama, will you please enter the podium and receive the Nobel Peace Prize for 1989 with a gold medal and the diploma. When the Dalai Lama won the Nobel Peace Prize, that certainly catapulted him to international celebrity. When this award happened, it made it easier for governments and other organizations to say that, you know, we are inviting His Holiness because he's a Nobel laureate. Chez les bouddhistes, la branche tibétaine est minoritaire. Et pourtant, c'est de loin celle qui s'est le mieux exportée chez nous. Ce succès est surtout dû au Dalai Lama, qui en quelques années a réussi à se hisser au rang d'icône. Tout le monde veut sa photo avec le chef tibétain. Bill Clinton, Jacques Chirac, le prince Charles et des stars comme l'acteur Richard Gere.
Et pendant que la cause du Tibet reçoit un soutien mondial, les affaires d'abus se multiplient. En fait, partout dans le monde, les maîtres mis en cause prospèrent, sans contrôle ni sanction. Et certains montent même des empires, comme Sogyal Rinpoche, un Tibétain exilé en Europe, longtemps considéré comme l'un des maîtres les plus influents du bouddhisme tibétain. I'm one of the few journalists who has focused exclusively on abuse by Buddhists for a long time. So people approach me constantly. Every 2 or 3 weeks, someone approaches me about some abuse somewhere in the world. Sometimes those people have been abused themselves, sometimes they have been witnesses to abuse, and they try to involve me in their case. I'm aware that many people have a very rosy image of Buddhism. So they expect Buddhism to be clean of all the dirt that you'll find elsewhere. And of course, to find so many abuse cases will come as a surprise to them. And they'll be perhaps disillusioned by the finding that, you know, Buddhists are regular people and behave in the same way as other religious people. So it has been a process for people to come to terms with the fact that there's so much abuse, and I think that's still ongoing. At the time, I was approached by 2 women who actually were courageous enough to stand in front of the venue where he was speaking and asking people to think about the abuses that were happening. And these 2 women reached out to me because they hoped I would publish the story of their protest, which I did. Sogyal Rinpoche is one of the biggest abusers in Buddhism. Over the years, I think Sogyal made hundreds of victims just by, you know, abusing them physically and sexually. And I'm not even including people who were worked until they dropped for nothing. This has been going on since the mid-1970s until the late 2010s, so that's a long period of time. Ces fidèles appartiennent à une école bouddhiste de tradition tibétaine. Ils sont membres d'une association internationale appelée Rigpa et fondée par le lama Sogyal Rinpoche, né et formé au Tibet, mais aussi à Cambridge. Ça fait plusieurs années que je suis en Occident et donc je commence à connaître un peu les conditions de vie ici. Et ce que j'enseigne, ce n'est pas le bouddhisme tibétain, mais j'essaye plutôt d'enseigner la sagesse de l'enseignement du Bouddha. Et j'essaye d'aider les gens. Je ne dis pas que j'ai réussi, mais au moins j'essaye. Moi, j'ai rencontré à Paris
J'étais à une grande conférence où on était à peu près 60-80 et il y avait ce jeune lama là, qui s'appelait Sogyal Rinpoché et qui parlait anglais très très bien et qui était très dynamique et très très percutant sur finalement aussi les excès du matérialisme, voilà, tout, un petit peu l'échec de la société occidentale dans sa recherche du bonheur, et puis voilà, une vision spirituelle de l'existence surtout, mais très appliquée, très concrète, très, très branchée sur le monde moderne. Ouais. Et c'est ça c'était vraiment assez extraordinaire à l'époque. Hein. Il se trouvait que je parlais anglais. On m'a proposé de devenir traducteur, interprète. Donc je me suis mis à être interprète de Sogyal Rinpoché et d'autres, d'ailleurs d'autres lamas aussi. Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis devenu président de Rigpa France, une association créée par Sogyal. Je suis arrivé en 85, il y avait déjà un bon groupe, il y avait déjà peut-être une centaine de personnes qui étaient autour, donc déjà il y avait un embryon de structure. Néanmoins, c'était quand même très direct, c'est-à-dire que c'était pas du tout ce cérémonial, disons que petit à petit il s'est mis à acquérir par la suite. Ouais. Sogyal at some point wrote a book, or at least had a book written for him. And the Dalai Lama wrote a foreword to that book, so the book became a bestseller. And those tiny organizations grew bigger and bigger. So this is how a small-time Tibetan guy builds an empire all over the world. Tous ceux qui s'intéressent à la spiritualité connaissent le livre tibétain de la vie et de la mort. Comme beaucoup de gens, j'ai moi aussi été fasciné par le texte et intrigué par son auteur. Au moment du livre tibétain de la vie et de la mort, il a eu un très très grand succès dans le monde anglo-saxon, donc en 92 et un an après en langue française et allemande et d'autres langues. Et là, il a commencé à y avoir des centaines de gens qui arrivaient dans les centres. Il y avait, disons, une dizaine de pays où il y avait vraiment des centres importants, dont les États-Unis, beaucoup de pays d'Europe occidentale, l'Australie, l'Inde. Et puis après, il y avait des antennes aussi dans quelques autres pays. Sogyal Rinpoché était un excellent entrepreneur. Vraiment excellent. C'est un peu le start-upper du bouddhisme tibétain, si vous voulez. L'Erabling est l'un des principaux centres européens à transmettre le bouddhisme tibétain. Ce centre de retraite a été fondé en 1992 par Sogyal Rinpoché, auteur du livre tibétain de la vie et de la mort. D'accord. Cette personne vous a fait du mal. Ça s'est passé en un moment. Mais ce que vous faites, vous gardez cela pendant des années. Alors pourquoi ne pas seulement pardonner? Simplement. Même si ça a l'air d'être une chose idiote, on pourrait se dire, comment pourrais-je pardonner? Mais si on pardonne vraiment, vraiment si on pardonne, en fait on est vainqueur. L'Erabling is beautifully situated. It's very impressive, the temple, the surroundings, the nature there is really beautiful, the hills. Welcome to the family. That was the general feeling.
There were different type of people getting different type of treatments during retreats. The normal students and retreatants were told that the right way of living is a life where you renunciate material goods. And then there was the life of the inner circle and the lamas and the VIPs, which was one of luxury, good food. So there was a big discrepancy between the students and who were told to live in a certain way and the luxury I saw on the other side. Men and women in the inner circle had a task that was taking care of Sogyal, and it was clear that the most beautiful girls were with him almost day and night. Yet I accepted that they were there without asking myself the question if they had, for instance, other relationships with him. These girls were called the Dakinis. Les Dakinis n'ont pas le droit de rater un mouvement, un besoin. C'est 24 heures sur 24 sur absolument chacun des gestes qu'il fait dans la journée, il doit être accompagné. On dort au pied de son lit quelques heures. Moi, les premiers mois, j'ai dû dormir 2 heures par nuit. Et il avait soit besoin d'aller aux toilettes, soit besoin de manger, soit besoin qu'on lui gratte le dos. Il fallait le laver, il ne se lavait pas seul. Il était assisté dans toutes ces tâches. Je pense qu'il n'y en avait aucune qui faisait de manière indépendante. Enfin, une promenade, c'était une organisation comme monter l'Everest. Il fallait plier un certain nombre de mouchoirs de manière très exacte et les avoir sur soi. Et avoir sur soi un sac avec un gratte d'eau, des prières, des biscuits, une bouteille d'eau, un t-shirt de rechange, un slip de rechange, et marcher très lentement avec lui jusqu'au lieu de destination où, une fois arrivé, il était dans un état d'exaspération totale parce que tout ce qui demande de l'effort pour lui était quand même très enrageant, il était très impatient. The atmosphere in the inner circle was very sexualized. There was a lot of jokes from Sogyal about beautiful women. There was a lot of sexist jokes from him on stage. The women were hovering around him. The fact that the beautiful women were picked out, I saw it happening for attention in the crowd from him. Slowly but surely, I understood that the beautiful women around Sogyal were having sexual relationships with him. C'est difficile d'utiliser le terme de viol parce que ça me met automatiquement dans une posture de victime qui est lourd à porter, simplement. Mais oui, c'est un viol, c'est un gros vieux avec l'autorité qui ferme les portes à clé et qui s'impose et qui menace. Sogyal a très clairement dit
sur le bord de son lit, m'a très clairement exprimé que si j'en parlais à qui que ce soit, même à une autre des filles, je briserais le samaya qui nous lie, donc le lien sacré qui nous lie, le lien le devoir de fidélité et de loyauté à son maître, et qu'en résulteraient les pires conséquences karmiques sur moi et mes proches. Quand Sogyal demande à ses disciples, et notamment ses disciples femmes, de devenir ses concubines, donc d'avoir des relations sexuelles avec lui, il ne faut pas s'imaginer que c'est une dérive par rapport à la norme du bouddhisme. Ces choses-là existent dans le bouddhisme tibétain tantrique, donc d'origine hindoue. Elles existent et il y a des textes qui parlent de ces rituels sexuels. Il y a aussi la notion de moyens habiles, les upayas, selon lequel un maître, pour convertir au bouddhisme quelqu'un, peut employer tous les moyens possibles, y compris la violence, y compris le mensonge. Ce que je savais, c'est qu'il y avait des rumeurs avant chez Chogyam Trungpa, qui est le modèle de Sogyal, que ces lamas avaient des espèces de femmes avec qui ils sont tout le temps, et j'avais lu des choses un petit peu sur ce qui se passait. Mais après, j'avais aucune idée de toi, ton expérience, ton vécu. Donc, Après le premier incident avec Sogyal, j'étais extrêmement choquée. Et j'étais très mal, je ne savais pas ce qui m'était arrivé et comment je devais le prendre. Et bien sûr, j'avais retenu que j'avais une interdiction absolue d'en discuter avec qui que ce soit. Et pendant un enseignement de Sogyal, je croise Dzigar Control dans la cour à l'Erabling, qui est un maître tibétain aussi dans cette tendance un peu comme Sogyal, qui veut être très ouvert vers l'Occident, qui maîtrise l'anglais, qui est un peu le gourou, le lama moderne occidentalisé. Je lui demande si je peux lui poser une question, et en pleurant, je lui demande ce que ça veut dire que d'être consort, concubine. Concubine. Et là, il y a un moment de silence. Je pense qu'il a très bien compris pourquoi je pleurais. Et il m'a simplement répondu, c'est une très très grande chance quand on peut avoir cette relation avec un maître. Donc encore une fois, c'était un maître qui a vu, qui était témoin d'une souffrance et qui s'est complètement défaussé. Ça correspond beaucoup à ce que j'avais lu par ailleurs sur ce qui se passait dans l'entourage de Trungpa et dans l'entourage de Sogyal. I had always wanted to be a nun since I was a little girl. But I didn't really believe in Christianity, so I couldn't see how I was going to be a nun, but I always knew I was going to be. Then I realized that the Buddha Dharma was the most important thing in all the world. In Buddhism, you have to see the object of your devotion as completely pure. But the problem comes that it also puts all the power in the hands of the guru and totally disempowers the student
and therefore it is open to corruption. If the guru is not perfect, then giving them everything is very dangerous. And this, unfortunately, is what we see, that they misuse that devotion, they misuse that power. Which is blessed by His Holiness the Dalai Lama, consecrated this great temple. The Lama may be very charismatic, and one problem is that people mistake charisma for, spiritual qualities. In exile. I read that announcement. Il faut comprendre que Sogyal était extrêmement puissant dans ce réseau international de centres bouddhistes en Occident. Et quand des conférences étaient organisées autour du Dalai Lama, où tous les maîtres tibétains étaient conviés, Sogyal avait toujours une place d'honneur. Et en backstage, ils étaient tous témoins du comportement de Sogyal, le fait qu'il soit accompagné par un certain nombre de jeunes filles. There were people in higher places who absolutely knew what was going on, and not only ignored it, but also found reasons within what they were taught was Buddhism to reason it away for themselves. Sogyal Rinpoché est un problème pour toute la communauté bouddhiste dès la réunion des maîtres avec le Dalai Lama en 1993. Many letters from women, many women, saying, please, what can be done? Do something. D'ailleurs, ce sont les accusations contre Sogyal qui étaient à l'origine de la réunion. Le Dalai Lama, pourtant, n'a jamais cessé de s'afficher avec lui. What troubled me more was that in the ensuing years, he appeared in public with many of the, or at least some of the lamas who he had criticized. And thereby gave them legitimation. For many of us, we felt was somewhat of a betrayal. He would appear in public at the opening of Sogyal Rinpoche's big center in France, and yet knew perfectly well what was going on behind the scenes between Sogyal and some of his women students. If I say in English, they're all political leaders, artists, great actresses, and many, also a friend of yours. No, he's there. Many of them. Right there. No. His Holiness had said back at that meeting that if we told him who the lamas were and were specific, he would make sure he did not visit those places. He still visited there. Il y a eu vraiment des gros scandales. Et il n'y a pas eu qu'un. Ça n'arrêtait pas d'arriver, quoi. Et donc, RICPA a embauché une agence de communication en temps de crise qui a pour but de former en urgence, de créer une stratégie de communication pour les personnalités importantes qui ont un gros problème judiciaire ou autre. Et on était très peu nombreux, on était 4 ou 5 triés sur le volet, les principaux porte-parole de RICPA.
Et donc, on avait des anciens journalistes ou anciens journalistes qui faisaient l'avocat du diable, qui nous interviewaient d'une façon un peu agressive. Et nous, on était censés donc trouver un moyen de répondre, quoi. Voilà. La stratégie, elle était très simple. C'était Sogyal Rinpoché et les autres lamas sont reconnus par le Dalai Lama. Et surtout, c'était ne pas répondre à la question, ne pas rentrer dans le fait de savoir comment ça s'est passé, où, comment, qui a tort, qui a raison, mais répéter, disons, un message tendant à prouver que l'Église tibétaine est irréprochable et qu'elle est, voilà, elle est millénaire, elle est digne de confiance. Et donc voilà, c'était ça la stratégie. Mais il n'y a pas que le Dalai Lama qui est invoqué comme caution. Dans notre procès contre le gourou Robert Spatz, j'ai découvert que tous les représentants du bouddhisme tibétain étaient utilisés comme des gages d'authenticité. J'ai un certain nombre de photos à présenter aux témoins. La première photo, est-ce que vous pouvez commenter ces photos, éventuellement les situer dans le temps? C'est le Dalai Lama a visité Bruxelles à ce moment-là. Et là, madame, il s'exprime en quelle langue? En anglais, je pense. En anglais, oui. En anglais. Qui traduit les propos du Dalai Lama? C'est Monsieur Spatz qui est juste là à côté. Assis là. Ouais, d'accord, effectivement. Il a traduit tous les propos? Oui. D'accord. J'étais assis en face, en fait. Nous sommes où, là, selon vous? C'est à la Tsampa. À la Tsampa, à Bruxelles. Donc, simplement, voilà, ça c'est... Mathieu Ricard. Ça... Monsieur Spatz, Rabjan Rinpoché. Et je ne sais pas si c'est... Et là, je ne le connais pas. C'est un moine qui accompagnait Rabjan Rinpoché, mais je ne sais pas son nom. Provenant donc du monastère de Seychelles? Oui, un moine du monastère de Seychelles. D'accord, oui. Chaque fois, manifestement, M. Spatz est entouré de personnes qui sont reconnues dans la religion bouddhiste. C'est des maîtres qui sont reconnus généralement. Oui, on ne remet pas en cause leur autorité, ce sont des gens... Non, absolument pas. D'accord. Et là, vous avez effectivement la démonstration simplement de ce que nous affirmons, c'est que l'OKC voit défiler des maîtres tibétains et pas n'importe lesquels. Monsieur Ricard est en 1990 à Bruxelles dans les locaux d'OKC avec la visite du Dalai Lama. Monsieur Ricard est à Nimadzong à diverses reprises, assiste à des enseignements de maîtres tibétains, éventuellement à des enseignements de Monsieur Spatz. Je n'ai pas, même si je connais bien le dossier, tout le monde peut se tromper, je ne pense pas avoir vu dans le dossier, à un quelconque moment, une remise en question par des officiels ou par des maîtres de la qualité de l'enseignement de M. Spatz. En tout cas, pas de la part de Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, c'est l'interprète français du Dalai Lama, l'une des voix bouddhistes les plus écoutées au monde. Nous lui avons écrit plusieurs fois. Ça fait des années que nous cherchons des soutiens dans l'affaire qui nous oppose à Robert Spatz. Sans succès. Pourtant, personne dans le monde bouddhiste ne pouvait ignorer la gravité des accusations. Elles ont même été rendues publiques à la télévision française et belge. Accompagnés de 130 gendarmes. Les forces de l'ordre ont ratissé le domaine de 180 hectares. Ils ont entendu 50 personnes, dont 30 enfants, âgés de 2 à 14 ans. Plusieurs documents ont été saisis, mais c'est surtout le sort des enfants élevés sur place qui préoccupe la justice. En 1997, le monastère de Château de Soleil, où j'ai grandi, est perquisitionné par les gendarmes, ainsi que les autres centres de la OKC. Après plusieurs plaintes en justice, Robert Spatz
fait de la prison préventive. Pendant des années, les accusations restent qualifiées de rumeurs et sont balayées d'un revers de main. On avait un document officiel avec le réquisitoire qui venait d'être remis, avec 170 chefs d'accusation contre M. Spatz tout de même, hein, allant aussi bien du volet mœurs jusqu'au volet financier. Tout y passait. Donc je leur ai remis en main propre, en 2010, une mallette avec les 42 pages, je crois, du réquisitoire du procureur du roi. Donc le lendemain, Mathieu Ricard, un peu de façon précipitée et chaotique, est venu me remettre personnellement le dossier en disant « Imagine qu'on nous retrouve avec ces documents sur nous ». Et donc Mathieu m'a remis ce dossier, mais il ne peut pas dire qu'il ne l'a pas reçu. Il l'a remis le lendemain après l'avoir lu toute la nuit. Donc il connaissait la situation des enfants. Il savait qu'il y avait des choses pas claires. Il le savait. J'ai trouvé autre chose qui explique le refus des autorités tibétaines de nous venir en aide. Des intérêts financiers. Robert Spatz, notre ancien gourou, a versé au moins 100 000 $ à l'un des plus importants monastères du monde bouddhiste. Et pas n'importe lequel. Le monastère de Setchen, à Katmandou. C'est ici que vivent Mathieu Ricard et les héritiers des maîtres de Robert Spatz. À l'attention de Haut Cassé. Messieurs, nous vous remercions beaucoup de l'aide que vous nous avez apportée jusqu'à ce jour pour la construction du collège d'études philosophiques attenant au monastère de Setchen à Katmandou. Afin que les travaux puissent se poursuivre, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir la tranche suivante de votre donation au compte suivant. Sa qualité de généreux bienfaiteur a-t-elle protégé Robert Spatz pendant toutes ces années ? Tibetans are looking for sponsors all the time. And, you know, it's basically a beggar's economy. They're refugees, they have no real sources of income other than their religion. So there's a financial codependency between the exiles in India and the wealthy Tibetan lamas in the West. Tout ce qu'on pouvait gagner, il fallait l'offrir. Pas juste à Rigpa, mais en offrande au maître qui vaut plus que tout et il n'y a rien de plus précieux dans notre vie que lui. Les gens payaient pour
aller aux conférences, aux retraites. Après, on avait le droit à une bonne heure de pourquoi c'était le moment le plus précieux et qu'il fallait le valoriser et qu'il fallait mettre de l'argent dans la boîte autant qu'on pouvait en espèces. Et on nous ressassait ça tout le temps. Et puis en plus, il y avait des cérémonies où on faisait des cadeaux, en particulier à Sogyal. On pouvait offrir des bijoux, ce qu'on voulait. En 2014, lors de la grande retraite des anciens étudiants, donc en mois d'août, on était 600 de tous les pays pour un mois. Et il nous a dit, je vais vous donner des enseignements très secrets, mais il faut faire de très grandes offrandes. Pour cela, c'est la tradition. Donc chacun vraiment sort son portefeuille et s'apprête à faire une offrande substantielle. Et il dit, je la veux en cash. So accordingly, Guru Rinpoche was born. It is said that the great... J'organisais aussi des levées de fonds et à la vente aux enchères à Londres où un morceau de toast récupéré dans la poubelle de Lady Di avait été vendu aux enchères avec succès, m'avait beaucoup amusée. Et je me suis dit, on va faire la même chose avec Sogyal. Il a un tas de cochonneries dont il pourrait vraiment se débarrasser. Comme j'avais un peu la responsabilité du ménage aussi. Et ça a eu un peu de succès parce que tout le monde avait envie d'avoir un morceau de Sogyal. Donc on a vendu des slips troués, je sais plus, il y avait des lunettes, des chaussettes, vraiment tout et n'importe quoi, vraiment de la déchetterie de la poubelle de Sogyal. I took some time investigating Rigpa's finances, and I started archiving all the financial documents I could find. And I retrieved financial documents of 14 Rigpa organizations worldwide in a period between 2012 and 2019. So I put the numbers together, and those 14 organizations of Rigpa collected some 58 million euros altogether. I was a monk. I carried like 60,000 euros and gold, into Delhi. It's definitely like a mafia. If you're going from anywhere to India or to Nepal, then they want to know, and they actually actively seek that information during retreats. You could help Sogyal by taking some luggage for him. And I had to carry this super hot jacket, like a leathery, not shiny leather, like a suede jacket or something that I'm scared to take off. Sogyal, he would phone me and say, "You have it? Okay. Don't lose it or you die," or something like that. If you lose it, don't come back. Don't fuck up. I was scared when I went through the customs thing. It was money donated by students at a retreat. It was for building in a monastery, which is up in the mountains. My name is Ankaj Sherpa. I have been working for 3 monasteries at present. I'm executive board member of Chuang Monastery, which is almost 100 years old. And I have worked as a treasurer of this monastery for the last 5 years, and now I'm an advisor for the last 15 years. So I have basically all the knowledges about the monasteries in Nepal.
Before, we had a very small monastery built by the local people using local materials like wood, stones, and mud. And those monasteries was very small in size and could accommodate only the local villages. The villages are liable to give the monasteries regular grains, like whatever they grow in their villages, they have to give a part of that to the monasteries. That was how the monastery was survived. Without the fund of the Westerners, physically it would have not been as large as you see these monasteries, And when the facilities are enlarged and more young people are motivated to the monastic education, when more people really came into the monastery, especially young generations, that definitely has spread the teaching of Buddhism also. So it's really meaningful help from the Westerners, yeah. Ça a été quand même assez difficile pour moi d'accepter l'idée qu'un grand maître, qui a une très grande capacité d'enseignement, en même temps puisse être un peu déviant, quoi. Voilà. Ces choses-là, quand même, mettent un petit peu de temps avant de... Quelque part, c'est triste à dire, parce que ça ne devrait pas être comme ça, mais mettre un peu de temps avant vraiment d'infuser et donc on se rend compte que c'est très grave. Et là, bon, j'ai commencé quelque part à me dire que, voilà, que j'allais partir. Ce que j'ai fait dans le courant 2014. Et beaucoup, d'ailleurs, ont attendu 2017 pour vraiment se rendre compte de l'énormité de la situation. Parce que c'est en 2017 que le Dalai Lama, sous la pression, a reconnu les faits publiquement. Now recently, Sogyal Rinpoche, my very good friend, but he disgraced. So some of his own sort of student now publicly sort of made public using their criticism. En septembre 2018, le Dalai Lama est en visite en Europe. Avec d'autres victimes, nous saisissons l'occasion. Nous obtenons un entretien avec lui dans la suite qu'il occupe au dernier étage de cet hôtel. J'ai enregistré la conversation. I was a kid. I was born inside the Buddhist community. Where? In Belgium, and then I lived in France. Nimadzong. Do you know Nimadzong? Nimadzong. Huh? Okase, Ogyen Kunjang Choling, is using your image. Yes. And they are using this in court, in a judicial trial, as a way to legitimate a Buddhist center. This has to stop. We have to do something. 11 children abused sexually. 11 girls. What I think is a real problem is that in the West there is the idea this is not happening in Buddhism. Yeah. They are very naive.
They know it's in the Catholic Church. They know it is in other places, but not in Buddhism. And I think it is good that also Western people know that Buddhism also has this problem. Because yes, it's human. It's human. It's a human problem. I think at least 15, 20 years ago, at Dharamsala, one Western Buddhist teachers conference. There is someone, you see, mentioned. I think most probably Sajjan Rinpoche, Buddha made very clear sort of rule, including sexual misconduct. Now, only thing is, must make public. Yes. Already. We made so much public. Already public. Yes. And even though such people may not serious concern about Buddha's rule, but they may feel shame. Yeah. Yeah, but shame not enough. Can you speak about the problem of sexual abuse in the communities? Can you do that? Yes, certainly. Wonderful. Now I got some material to We put it. so that in the future you should not put whole responsibility on my shoulder. No. Lama. Au cours de cet entretien, une victime raconte au Dalai Lama son expérience avec un gourou encore en activité. If you're serious, then self-discipline comes. Yeah, but Namka was not like that. Namka did a lot to women and girls. Namka est un lama tibétain de 54 ans, réfugié en Europe depuis une vingtaine d'années. Il possède plusieurs centres à travers le monde, dont l'un au sud de l'Espagne. Namka, there's a lawsuit against him. The woman is filing a complaint, but I'm the first who puts it in the news. Otherwise, nobody does about Namka. I have been Namka Rinpoche's center. Then later, I got some sort of information. He was a Truma, not a genuine Buddhist practitioner. Yeah. So now this material we need. Yeah. So that found out. Exactly. Evidence. So very good. Very good. tate nizir de nga jibo mare nopsho bi lama mambo jila nizir de wangsha jawarambo chila toka yo mare tenre tata de lende jawarambo chida nga jikona chotandira chimbore jacha jatamba jawarambo chigi dig lende ngige jacha jatamba nga muntu yus tanda sonza tata de jawarambo chida kachanyam shindu yinde pomote holing kringi hako yonge lomachire Katangi hakure. Monga Jason Rani Mambo Rosare. And ni monga la tepeshi ni Jason Rangado Samdere. That then Jinning it die on because Mongi Jason Rando, the Halamong Gayo Sare Samgudu. Azo Pondrayana Pomochi Lama La Gayona, Kazi Nacho La Gay. Oh, Garagon Sherochis. 아니 뭐 라마티가 있나 인스 만난 면식 너쇼니 때문에 잡로니 칼레 시 탑시다 요서래 아니 탑시 마토나 측바자니데 좀 도야리죠 엄마
loma la kacha shetan, loma la jira shetan. Ten nupshok big simkum dan koryugla nunju momboshija. Hamako shashok tawaran kuni. The Bajar yana tela ani nyamle mombo yore inane tinini ani goya kashi jerkab go chumla mannoba mi simkon la pen topa tandrala injimichi go tgul samudus the martoba ani yordan tu go chumla garde yopa ani laparto nubshogba ani mi simkon la mandrova. Après une plainte en justice en Suisse, plusieurs signalements auprès de son administration, le Dalai Lama n'a pas réagi. Namkha enseigne toujours le bouddhisme tibétain. En 2020, la Cour d'appel de Liège a condamné Robert Spatz à 5 ans de prison avec sursis et des réparations financières pour ses victimes. Il s'est pourvu en cassation. Château de Soleil continue de recevoir du public. Et l'organisation Okase n'a jamais rejeté l'héritage de Robert Spatz.